tous. Nous vaincrons car nous sommes les plus forts. Cette phrase de Paul Reynaud évoquant l'empire colonial français à la veille de la Seconde Guerre mondiale est peut-être l'une des rares choses sensées qu'il ait dites durant cette période de chaos. En effet, derrière cette affirmation se cache une réalité complexe et pleine de tensions. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'histoire méconnue de la France libre en Afrique, à travers le parcours de Maurice Assier de Pompignan, gouverneur colonial et acteur clé du ralliement de l'Afrique équatoriale française à la France libre, de l'échec du débarquement à Dakar à la conférence de Brazzaville, en passant par la mobilisation des troupes africaines. Nous allons découvrir comment l'Afrique a été cruciale dans la lutte pour la libération de la France. Emmanuel Rougier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes l'auteur de Un Français libre qui vient de paraître aux éditions et licences. Oui. Cet ouvrage retrace la vie de votre grand-père, Maurice Assier de Pompignan, qui fut administrateur colonial engagé dans la lutte aux côtés de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous nous plongez vraiment dans cette période tumultueuse où l'Afrique a joué un rôle essentiel dans la résistance à l'occupant, un rôle trop souvent oublié. Alors, votre grand-père a donc mené, je le disais, la totalité de sa carrière hors de métropole. Était-il prédestiné, lui qui n'est pas né en métropole, puisqu'il est originaire, il est né en Martinique en 1889, à Saint-Pierre exactement, une ville qui va connaître un destin tragique auquel votre grand-père va assister. Échappé in extremis. Donc cette catastrophe, c'est l'éruption du Mont Pelée, de la montagne Pelée, qui détruit... Le 8 mai 1902, qui détruit l'intégralité de la ville et environ 30 000 habitants. Et votre grand-père, à quel âge à l'époque ? Il a 13 ans. Il a 13 ans et il quitte Saint-Pierre le 6 mai à la faveur d'un convoi familial qui part à Sainte-Lucie, qui est l'île anglaise sœur. La famille de sa mère était originaire de Sainte-Lucie et une tante très avisée a eu la bonne idée d'affréter un bateau et de proposer à plusieurs membres de la famille de quitter Saint-Pierre. Parce qu'on sentait déjà... la vie était invivable. Il y avait des chutes de cendres, il y avait des tremblements de terre, la respiration était difficile et grâce notamment à ses neveux, il avait des petits-neveux qui étaient bébés et qui ne supportaient plus du tout la fumée ni les cendres. Et donc la grand-mère a dit « Partons à Sainte-Lucie, on sera mieux là-bas ». Et ils sont partis à Sainte-Lucie et 2 jours après, le volcan explosait. Tuaient tous les hommes de la famille parce qu'ils sont partis à Sainte-Lucie avec les oncles pères et les hommes sont tous rentrés pour leur profession à Saint-Pierre. Et il y avait les élections, c'était le premier tour des élections. Donc il fallait voter. À l'époque, il n'y avait que les hommes qui votaient. Et ils ont été absolument tous tués par cette éruption. Sauf un oncle qui, lui, a été sur un bateau. Je raconte l'histoire parce qu'elle est assez incroyable. Il est sur un bateau, le seul bateau qui a réussi à échapper à la fournaise et qui arrive à Sainte-Lucie le lendemain. Et l'oncle en question a malheureusement inhalé les vapeurs nocives du volcan et meurt quelques jours après. Donc c'est vraiment la ville est rayée Oui, la ville est complètement rayée de la carte. Dans le livre, il y a des photos qui montrent la ville avant et après, c'est assez spectaculaire. Une jolie ville d'ailleurs. Magnifique ville, c'était une ville du XVIIe et du XVIIIe siècle, extrêmement bien construite, avec de beaux monuments, des belles rues. Enfin, on appelait ça le petit Paris des Antilles. Bon, probablement un peu idéalisé à la suite de sa destruction, mais c'était une ville assez attachante et très belle, très belle, qui n'a pas été reconstruite, en tout cas relativement mal. Donc le jeune Maurice, lui, il avait déjà perdu son père. Il avait perdu son père quand il avait 3 ans. Là, il perd absolument tout son environnement personnel, familial, la maison. Il n'y a plus rien. Ils n'ont plus comme fortune que leurs vêtements et quelques bijoux qu'on arrière-grand-mère avait emportés avec elle. Donc, il se retrouve dans une situation de grande précarité, assez difficile. Et sa mère décide de le mettre pensionnaire à Paris, au lycée Michelet à Vanves, et il part à l'âge de 13 ans tout seul à Paris. Alors, il a quelques familles là-bas tout de même, qui s'occupent de lui, qui vont être d'ailleurs assez providentielles. Sa mère le rejoint un an après parce qu'elle est malade et elle meurt à Paris. Et mon grand-père se retrouve orphelin à 14 ans, tout seul, petit créole, ayant quitté la Martinique quelques mois plus tôt, seul à Paris. Et là, il va rester pensionnaire au lycée Michelet. Une de ses tantes, Madame Lolès, va s'occuper de lui. Et elle et ses filles vont être vraiment une famille d'accueil pour mon grand-père, qui ensuite va passer le concours de l'école coloniale. Oui. Et intégrer donc cette fameuse école. Cette école, il intègre en 1908. Oui, absolument. On peut dire qu'on est à l'apogée de l'empire colonial français. Alors,
quelle est cette école? Quelle est la place de cette institution dans la formation des administrateurs? Cette école est Quelle intéressante. est la vision à l'époque de Cette école est intéressante parce que c'est l'ancêtre de l'ENA, en fait. C'est la seule école d'administration qui existe à l'époque. Elle s'appelle École coloniale. Elle va s'appeler à partir des années 30 École nationale de la France d'outre-mer. Donc il va y avoir déjà un changement. Et c'est véritablement la seule école d'administration qui existe. Et ils vont donc être formés, les élèves qui sont là sont formés à l'administration coloniale avec beaucoup de, comment vous dire, il faut que l'administrateur colonial, on lui demande d'être à peu près tout. Il faut qu'il soit juge, il faut qu'il soit magistrat, il faut qu'il soit juriste, il faut qu'il soit économiste. Il faut qu'il soit également médecin, quelquefois. Oui. Donc, il a vraiment une responsabilité multitâche assez impressionnante. Et ces jeunes élèves d'administrateurs se retrouvent très vite en charge d'un territoire souvent assez conséquent, très important, avec une préparation peut-être psychologiquement pas forcément adaptée. Un certain nombre de jeunes administrateurs ne vont pas forcément très bien vivre cette situation. André Gide en parle dans son livre « Voyage au Congo ». Il cite le cas d'un administrateur un peu déficient qui n'a pas tenu le coup parce qu'il était trop jeune. Et mon grand-père, peut-être forgé par les épreuves de sa jeunesse, va être à la hauteur des tâches, mais il va souvent se retrouver dans ses premières fonctions, ses premières affectations, au fin fond de la jungle, dans des endroits extrêmement reculés. Oui, parce qu'il est envoyé au Gabon en 1912 Alors il a choisi l'AEF. L'AEF, c'était vraiment l'Afrique équatoriale française, c'était vraiment les colonies les plus récentes et les moins civilisées, les moins organisées. Et curieusement, ça va être son choix, c'est ce qui l'attire. En général, les bons élèves, quand ils sortaient plutôt dans les premiers, ils allaient en Indochine. C'était l'Indochine qui était le lieu où les élèves de cette école voulaient aller. L'Afrique équatoriale, c'est là où personne ne voulait aller parce que c'était très dur. Donc l'Afrique équatoriale, on va rappeler les pays, c'est le Tchad, le Moyen Congo, l'Oubangui-Chari qui est devenu depuis la République centrafricaine et le Gabon. À ces 4 colonies va s'ajouter le Cameroun, qui est allemand jusqu'à la guerre de 14. On va en parler un peu plus tard. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française, qui est mieux organisée, qui est plus civilisée, qui elle a comme capitale Dakar, avec le Sénégal, Dahomey... Dahomey, qui est l'actuel Bénin. Exactement, l'actuel Bénin, la Haute-Volta... C'est Burkina Faso. Absolument. Mes enfants se moquent de moi parce que je reconnais mieux les livres, les noms du passé que ceux de l'actualité. Mais l'AEF, clairement, c'est pas là où il va aller. Il va vraiment aller en AEF. Et mis à part l'Oubangui-Chari, ces mutations vont avoir lieu dans les différents pays. Il va commencer par le Gabon, qui va être sa première affectation. Ce sera ensuite le Moyen Congo, puis le Tchad, et retour au Gabon. Donc il va se promener, si j'ose dire, entre ces différents pays. Donc Gabon, 1912, il est comme élève administrateur. Oui. Donc comme vous le disiez, ce sont des colonies assez récentes qui sont en pleine phase de consolidation, si je puis dire. Quels sont les défis pour ces administrateurs coloniaux sur le terrain? Alors, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, d'abord, c'est de faire régner, je crois, une forme de justice. Ce sont vraiment des magistrats. Et ils s'occupent de faire régner la justice. C'est une forme ils jugent, ils rendent des arrêts. Ils sont vraiment chargés de faire régner la paix. Il n'y a pas beaucoup de militaires dans cette région-là. Il y en a même très peu. En tout cas, exception faite du Tchad, qui a d'abord été une colonie militarisée. Mais le Gabon, il y a peu de militaires, donc c'est vraiment un magistrat. C'est ensuite quelqu'un qui doit organiser la santé des populations, donc à l'aide de médecins, et ça c'est la deuxième chose. Il y a un rôle également de développement, construction d'axes de circulation, des routes, travaux en faveur de l'économie locale. Et puis alors ça, c'est le rôle positif. Et le rôle plus contestable, en tout cas, avec le regard sur ce passé, ce qu'on appelle le travail forcé, c'est-à-dire ce sont des réquisitions. On réquisitionne les populations pour construire notamment des travaux d'intérêt général, routes principalement. Et puis les impôts. Les impôts, puisqu'en fait, le gouvernement français voulait que les colonies soient autosuffisantes. Donc qu'elles puissent elles-mêmes subvenir aux besoins de la colonie. Donc il faut... on lève l'impôt, mais c'est au bénéfice de la colonie. Absolument. Ça ne part pas vers la métropole. Non, ça ne part pas vers la métropole. Mais ce sont souvent des colonies assez pauvres. Donc, ce sont des impôts comment, en nature C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a peu d'argent en nature, mais je cite dans une annexe, il s'était bien entendu avec son premier supérieur qui s'appelait Le Testu, qui était un homme assez incroyable et qui raconte de manière anecdotique que lorsqu'il collecte les impôts, on lui propose des femmes.
Bon, alors lui, il explique que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne et qu'il peut pas utiliser ce genre de compensation. Non, c'est de l'argent, mais c'est extrêmement compliqué. Alors ça, c'est un rôle qui est le rôle difficile. Et puis ensuite, ce rôle d'interface avec les compagnies forestières. La Troisième République a favorisé l'installation de très grandes compagnies forestières, notamment au Gabon où il y a beaucoup de bois, et les administrateurs vont avoir du mal à lutter, si j'ose dire, contre la puissance économique de ces concessions. On a parlé du temps maudit des concessions. Ces concessions, si vous voulez, ont parfois des dirigeants qui sont assez peu scrupuleux et qui exploitent la population de manière éhontée. Et l'administrateur, justement, lui, doit faire régner une forme d'équité et de justice et donc doit se battre contre certains comportements. Mmh. Alors, la Première Guerre mondiale le surprend alors qu'il est toujours en Afrique. Oui. Il n'est pas rappelé, même non, s'il il n'est pas jeune, mobilisé. Les administrateurs n'ont pas été mobilisés. D'accord, donc il n'est pas rappelé et il reste sur le continent. Mais il va avoir un rôle à jouer puisque le pays voisin, le Cameroun, est une colonie on oublie que la guerre de 14 a aussi eu lieu en Afrique, puisqu'il y a des combats entre les Anglais du Nord et les Français qui sont autour contre les Allemands du Cameroun. Extrêmement peu de soldats, il y a quand même quelques échauffourées, il y a quand même des tirs, il y a quand même quelques morts et quelques blessés. Et les administrateurs, en fait, vont un peu jouer le rôle de petits soldats, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément avoir uniquement qu'un rôle d'économique ou d'accompagnement, certains vont se battre. Mmh. Et alors je n'ai pas vraiment le détail de la manière dont mon grand-père a agi, mais je sais qu'en tout cas il a participé à la conquête du Cameroun contre les Allemands. Les Allemands ont été battus, les Anglais ont bien aidé, heureusement qu'ils étaient là. Les Français contre Anglais ont pu vaincre les Allemands et le Cameroun est devenu une colonie française à partir de ce moment-là. En 1916. Oui, absolument. Et quel rôle va-t-il jouer au Cameroun? Il s'implique Il s'applique. Je sais qu'il s'est appliqué puisqu'il a été décoré notamment, il a eu la médaille coloniale qui avait été décernée pour tous les administrateurs qui s'étaient battus en faveur de la conquête du Cameroun. Donc il a joué un rôle. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de détails sur l'activité qui fut la sienne exactement. Je sais simplement qu'il y a participé. Alors, est-ce que la conquête du Cameroun, s'il y a un tournant dans la politique coloniale française à ce moment-là, est-ce que ça change quelque chose vraiment ? Je ne crois pas que ça change fondamentalement quelque chose, sinon que ça consolide peut-être le bloc de l'AEF qui, même si le Cameroun n'a jamais été intégré à l'AEF pour des raisons administratives qui m'échappent un peu, le Cameroun va renforcer, si je puis dire, la puissance, notamment économique, de ce bloc d'Afrique équatoriale française. Alors après la guerre, il est envoyé au Gabon et au Moyen-Congo. Donc, Oui, il va retourner au Moyen-Congo et là il va faire partie donc, des administrateurs. Il va être nommé maire de Libreville, qui lui donne donc une fonction qui le distingue peut-être un peu des autres administrateurs. Alors Libreville à l'époque est une assez petite ville. Non pardon, j'ai dit une bêtise, c'est Brazzaville. C'est plus tard qu'il est. Voilà, il va être nommé maire de Brazzaville. Brazzaville est donc du côté du Moyen-Congo, dit le Congo français. Et de l'autre côté du lac, il y a Kinshasa, qui est la capitale du Congo belge de l'époque. Et autant Kinshasa est une ville développée où il se passe pas mal de choses, autant Brazzaville est une belle endormie. Et André Gide, d'ailleurs, comme Albert Londres, compare les deux villes et considère que Kinshasa est moche, mais une vraie ville habitée, et que Brazzaville est plus jolie, mais très endormie. Alors justement, pendant cette période, il va être confronté, vous parliez de Gide et d'Albert Londres, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les compagnies forestières, il y a également la construction du train. Donc lui, en tant qu'homme, il se retrouve confronté à cette réalité du travail forcé, on peut le dire. Alors ce train qui s'appelait le train Pointe-Noire-Brazzaville, qui donc relie la côte à Brazzaville, va faire couler beaucoup d'encre en France notamment, parce que c'est un chantier extrêmement difficile qui passe dans des régions très ingrates, très dures d'un point de vue climat. Et le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, qui s'appelle M. Antonetti, va vraiment, si j'ose dire, à marche forcée, fouetter au sens propre du terme les constructeurs de cette ligne. Il va y avoir un nombre considérable de morts. Et Albert Londres, dans son reportage qui s'appelle Terre d'ébène, qui se passe en Afrique équatoriale, décrit avec beaucoup de précision le dramatique construction de cette ligne de chemin de fer. Et il cite Antonetti en disant, le gouverneur Antonetti écrit qu'il y a eu que 7000 morts pour une ligne de train comme celle-ci, ça n'est pas grand-chose. Oui. Albert Londres rétorque, il y a eu 18 000 morts pour 140 km.
Ça fait cher le kilomètre. Exactement, exactement. Et pas seulement la population locale, bien évidemment, elle en première ligne, mais aussi beaucoup d'Européens. Le climat a été désastreux et ça a été vraiment... Bon, il a fini par se faire, ce train. Mais ça a été quand même une forme de scandale que Albert Londres et André Gide ont dénoncé. Et donc mon grand-père, il est forcément partie prenante à ce travail. Ce qu'il en pense Je sais qu'il n'en pensait pas que du bien. Et d'ailleurs, il y a eu... alors, je pose la question... Est-ce qu'il avait des moyens pour lutter contre... Oui, contre notamment, certains administrateurs des colonies ont résisté et n'ont pas voulu accepter des formes de réquisition de travailleurs parce qu'ils considéraient qu'on allait trop loin dans cette construction du chemin de fer. Je suis tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas si mon grand-père a dit oui ou a dit non, mais il me plaît de penser qu'il a dû faire partie de ceux qui n'étaient pas du tout en faveur du travail de cette réquisition. Parce que je sais qu'il était extrêmement... comment dire, je n'arrive pas à trouver le bon mot, peut-être bienveillant, en tout cas, il avait vraiment le souci, si vous voulez, de la protection de la population dont il avait la charge. Et il a toujours dit, ça ma mère me l'a répété, et ma grand-mère aussi, qu'il avait plus de difficultés avec certains Européens qui venaient s'enrichir sans vergogne en Afrique et qui n'avaient aucune considération pour la population locale. Lui, c'était l'inverse. C'était vraiment la population locale qu'il était venu soutenir et développer. C'était ça sa priorité. Donc il avait plutôt... les Africains étaient vraiment sa priorité. Alors, il lutte aussi contre des pratiques locales, à savoir l'esclavage et la sorcellerie. La sorcellerie, c'est là où je parlais de son rôle de magistrat. Il se retrouve à prendre des positions et à rendre des jugements dans des affaires de sorcellerie. Et bien évidemment, il essaye, dans la mesure du possible, au-delà des décisions de justice qu'il prend, d'introduire une forme de pédagogie pour faire comprendre à cette population que certains jugements de sorcellerie ne peuvent pas fonctionner. C'est l'histoire du poison que vous consommez, et si vous êtes sauvé, et si ça ne vous tue pas, c'est que vous avez gagné. Le problème, c'est que le poison étant ce qu'il est, vous mourrez forcément. Bon voilà, donc ça c'est une pratique un peu comment dire... comment est-ce que je cherche le mot évidente. L'esclavage, c'est plus compliqué. Oui, alors, de quel esclavage s'agit-il ? Alors, par exemple, quand il est au Tchad, le Tchad est quand même la colonie qui est le plus au nord, il y a encore des sultans. Ces sultans n'ont plus de rôle politique, mais ils ont encore un rôle symbolique fort. Et il va notamment devoir avoir affaire au sultan de Baguirmi, qui est lui qui vit encore dans ce qu'on appelle un tata, c'est-à-dire une forme de cour. Il y a 400-500 personnes qui vivent autour du sultan, et la majorité sont des esclaves. Donc l'administration française doit justement arriver à faire en sorte que ces esclaves soient bien traités et ne soient de moins en moins esclaves. Mais là aussi, ils doivent composer avec les us et coutumes locaux. Ils ne peuvent pas s'opposer d'emblée à cet esclavage qui fait partie totalement intégrante de la culture. La grande difficulté que mon grand-père souligne d'ailleurs dans ses écrits, c'est comment faire pour ne pas plaquer dans ces sociétés africaines des modèles occidentaux. Oui. Lui, ce qu'il veut, c'est essayer de respecter le modèle local tout en le civilisant, si j'ose dire, en le rendant plus conforme aux us et coutumes de la République. Bon, parfois, c'est compliqué. Mais je sais que, par exemple, dans ce sultan, il va procéder à des enquêtes. J'ai mis en annexe du livre une enquête assez amusante d'un de ses collaborateurs qui va voir le sultan, qui interroge, et notamment les esclaves pour savoir s'ils sont bien traités, si ça se passe bien. En général, la réponse est assez mécanique. Je suis très bien traité, je vais très bien. Et la femme du sultan est également consultée. Les femmes du sultan, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a à peu près une dizaine. Donc, les interrogatoires sont faits de manière très diplomatique, mais tout de même assez effective pour vérifier que tout se passe bien. Oui. Voilà. Bon, jusqu'où ça pouvait aller cette intervention ? Je pense qu'il y avait aussi là une forme de pédagogie. C'était compliqué de faire respecter à la fois des règles du jeu occidental dans des pays qui n'étaient pas du tout préparés à ça. Alors une question qui me vient en discutant, avant d'aborder la Seconde Guerre mondiale, est-ce que votre grand-père aimait profondément l'Afrique ? Est-ce qu'on peut dire qu'il était fasciné ? Oui, il aimait beaucoup l'Afrique, son cœur était là-bas, toute sa vie était là-bas. À la fin de sa vie, les dernières années, il les passera à Paris avec toujours la nostalgie de l'Afrique. C'était vraiment, dans la famille, on l'appelait Pompignan l'Africain. C'était vraiment, il avait une passion pour ce continent et pour ce pays et pour ses habitants. Ouais, ça, je peux vous l'assurer. Alors, la Seconde Guerre mondiale arrive, se déclenche, il est en métropole. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il est en 1939, il est au Gabon, il est maire de Libreville, il est l'adjoint du gouverneur, et il est convoqué fin avril de 1940, pendant ce qu'on appelle la drôle de guerre,
par Georges Mandel, qui à l'époque est ministre des colonies. Ah, effectivement, c'est l'offensive. Voilà, l'offensive commence en 1939, on est dans la drôle de guerre, donc il suit de loin les événements, je ne sais pas quelle perception il en a, probablement assez lointaine tout de même. Oui. Il part à Paris puisqu'il est convoqué par Georges Mandel, et là il se passe quelque chose d'assez curieux, mais il paraît que Georges Mandel était coutumier du fait. Il le convoque, mais il ne le reçoit pas. Les jours passent, et puis les Allemands arrivent. On est en mai 1940, l'invasion allemande arrive, et là on connaît la suite de l'histoire. Le gouvernement change, Georges Mandel est nommé ministre de l'Intérieur. Fini le sort de Maurice de Pompignan. Son remplaçant ne sait absolument pas quelles étaient l'intention de Georges Mandel par rapport à mon grand-père. Lui n'en sait rien non plus. A priori, il aurait dû être... C'est un poste de gouverneur, mais lequel et où, il n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il traîne à Paris? Il traîne à Paris, puis après il fuit Paris parce que les Allemands arrivent, donc il part à Bordeaux. Il suit en fait le gouvernement part à Bordeaux, donc il y va, attendant toujours des instructions. Et puis là, il est vraiment l'arme au pied, et il se demande ce qu'il va devenir. Il y a certaines correspondances entre ma grand-mère et lui, donc c'est intéressant parce qu'il lui raconte ce qu'il fait. Puis il se rend compte qu'au départ, au tout début, il pensait que ma grand-mère allait le rejoindre avec ses enfants et qu'ils allaient partir ensemble dans une nouvelle affectation. Dans le contexte, il se rend compte que c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il dit à sa femme, reste au Gabon et attends-moi. Alors elle, au début, ne comprend pas parce qu'elle avait organisé son déménagement, elle était prête à partir, elle ne réalise pas très bien ce qui se passe, elle ne s'en rend pas compte. Et puis l'armistice intervient là-dessus, alors là, elle est épouvantée, elle se rend compte de ce qui se passe. Le bateau qu'elle devait prendre pour entrer en France a été coulé par les Allemands. Bon, là, la prise de conscience est certaine, et mon grand-père finit par passer un certain nombre de semaines à Marseille, où il s'est retrouvé, puisqu'en fait, à Bordeaux, il n'y a pas eu de bateau ni d'avion. On lui dit d'aller à Marseille, et à Marseille, il attend. Et il arrive à attraper, mon oncle disait que c'était le dernier avion. Il y a eu un dernier avion qui est parti de Marseille vers l'Afrique équatoriale française. Il le prend et il arrive en pleine guerre civile au Gabon. Effectivement, on va en parler. Fin octobre 1940. Justement, comment dans l'Empire se vit la chute de la France en 1940? Est-ce qu'on en a une bonne perception? Et est-ce que tout de suite, il y a un clivage immédiat entre les partisans de la légalité de Vichy et les ralliements à De Gaulle? Il y a en effet un clivage immédiat, et le ralliement général de Gaulle n'est pas du tout immédiat. L'AOF reste vichiste complètement, et ce quasiment jusqu'en 1943. L'AEF, il va se passer quelque chose d'assez différent. Il va y avoir le ralliement premièrement du Tchad, dont le gouverneur s'appelle Félix Éboué. Félix Éboué est un Guyanais, homme qui est très connu maintenant, mais qui à l'époque était le seul gouverneur des colonies qui était d'origine guyanaise et d'origine créole. Et le Tchad se rallie ensuite le Congo, grâce notamment au médecin général Cissé, qui est un homme d'influence et qui pousse au ralliement. Et puis le troisième ralliement, c'est le Cameroun, grâce à l'intervention de Leclerc, qui part intervenir là-bas et qui rallie le Cameroun. Donc ce ralliement s'est fait. Mais auparavant, il y a eu un très grave incident, c'est Dakar. Alors parlons de Dakar. Dakar, en fait, c'est le premier combat entre Français qui va avoir lieu dans cette époque, un combat de sinistre mémoire. Au départ, De Gaulle envoie des émissaires dont le responsable... On est en septembre 40. Oui, dont le responsable est l'amiral Thierry d'Argentlieu. L'amiral d'Argentlieu est un homme incroyablement intéressant parce qu'en fait, c'était un religieux, il était carme, il avait été officier de marine, il était entré dans les ordres et puis il était dans son couvent. Et en 1940 et au moment de l'armistice, il se rend compte qu'il ne peut pas rester là et il part rejoindre De Gaulle à Londres. Et De Gaulle le nomme en quelque sorte son ministre de la Marine, enfin, c'est un peu un abus de langage, mais responsable en tout cas des opérations maritimes. Et il va demander à d'Argentlieu de convaincre le gouverneur de Dakar de se rallier. Mais d'Argentlieu va être très mal accueilli, et en dépit d'un drapeau blanc et d'une tentative pacifique de remise de courrier, il est chassé et il est baissé parce qu'on lui tire dessus. Et il y a des morts, donc il y a vraiment des combats, si vous voulez. C'est quand même la première guerre fratricide. Et De Gaulle en a été très traumatisé. On est après Merced Kébir. Absolument. Et De Gaulle en est très traumatisé de ces combats entre Français. On a même dit qu'il avait voulu se suicider. Aucune preuve de là-dessus. Son fils a démenti ensuite. Ça a été dit. Mais il est extrêmement traumatisé par ça et il demande à ces hommes sur l'AEF d'éviter à tout prix les conflits armés. Et c'est vrai que Tchad, Congo, Bangui-Chari et Cameroun se sont ralliés sans aucun combat. En revanche, au Gabon, c'est une autre paire de manches, parce que le Gabon est vichiste. Le Gabon est vichiste.
C'est la seule colonie de l'AEF qui reste vichiste. Et justement, donc votre grand-père, lui, il retourne en octobre? Il arrive fin octobre, en pleine guerre civile. Alors donc c'est une guerre civile qui oppose qui et qui au niveau Qui oppose les forces de Vichy qui sont arrivées de l'AOF en partie, mais également par la mer. Il y a plusieurs sous-marins, le Poncelet notamment, qui est dirigé par un ami de mon grand-père, le commandant de Saucine, et ensuite du côté des forces libres de Gaulle, il y a plusieurs colonnes, la colonne Dio, la colonne Parent, qui vont venir des colonies d'AEF tout autour et qui vont s'introduire au Gabon. Et donc là, il y a vraiment des combats. Il y a des combats notamment à Libreville. Ma mère m'a raconté elle me dit, je sais qu'il y a eu des espèces de tranchées qui avaient été construites, qu'il y avait des abris dans lesquels il était prévu qu'on aille. Il y a quand même il y a quelques échauffourées. Il y a des échauffourées sur les terrains d'aviation, mais finalement, j'ai envie de dire, les 3/4 du territoire se rallient à De Gaulle grâce à la persuasion et à la pédagogie des militaires qui arrivent et qui essayent de convaincre leurs camarades français. Oui. Leur dire, écoutez, toute l'AEF s'est ralliée, il n'y a plus que vous, ralliez-vous. Alors il y a un personnage qui va jouer un rôle assez important à Vichy, c'est l'évêque. L'évêque de Libreville, Monseigneur Tardy, est profondément vichiste. Et le gouverneur Masson le gouverneur du Gabon, avait d'abord accepté de se rallier à De Gaulle. Tardy intervient et il revient sur sa décision et finalement il reste vichiste. Ce qui rend compliquée la situation de certains gaullistes qui vont finir en prison. Et quand Leclerc arrive à faire en sorte que le Gabon se rallie à De Gaulle, dans des conditions difficiles, Leclerc écrira lui-même qu'il a été extrêmement surpris de la virulence et de la violence de tout ce qui avait pu être écrit contre De Gaulle et contre les Français libres. Tardy est arrêté, le Monseigneur Tardy est arrêté, et il ne participe pas à la magnifique messe que Leclerc organise dans la cathédrale de Libreville pour célébrer la victoire des Français. Leclerc d'Argentlieu, etc. sont présents. Petite anecdote aussi, Monseigneur Tardy va lancer une procédure d'excommunication contre Thierry d'Argentlieu, estimant il va y avoir, ça va aller jusqu'au Vatican, c'est assez incroyable. En pleine guerre, vous avez quand même un procès canonique qui se fait, l'évêque du Congo belge va intervenir pour faire le médiateur, et finalement, la demande d'excommunication sera rejetée au motif que d'Argentlieu n'a fait qu'exécuter les ordres qui lui ont été donnés et qu'il ne les a pas pris de sa propre initiative. Alors lui, votre grand-père, s'était rallié dès août. Il s'est rallié tout de suite. Déjà, si vous voulez, la veille du 18 juin, dans une lettre qu'il écrit à ma grand-mère, il considère que le combat va continuer. Et il pense qu'il écrit « Les Anglais ne lâcheront pas le morceau, la guerre va continuer, le combat va continuer ». Et lui est pour que ça continue et il se rallie immédiatement. Il se rallie immédiatement dès qu'il revient. Et à ce moment-là, le général de Gaulle nomme un gouverneur qui est un militaire qui a fait partie de ceux qui ont conquis le Gabon, le lieutenant-colonel Parent, qui remplace le gouverneur Masson, qui lui s'est suicidé. Celui qui s'était rallié à De Gaulle, puis qui s'était démis, finit par se suicider. Parent est nommé, et mon grand-père devient son adjoint. Le colonel Parent ne connaît absolument rien, ni à l'administration des colonies, ni même au Gabon. Il vient d'arriver de Londres. Et mon grand-père connaît extrêmement bien le pays, et donc il devient son adjoint, et un adjoint extrêmement précieux, puisqu'il l'aide. Et d'ailleurs, les notations de Parent seront très élogieuses à l'égard de mon grand-père. Alors, en fin 1941, il est nommé inspecteur général de l'AEF. Oui. Et là, il doit organiser les territoires qui se sont ralliés à la France. Quels sont les défis majeurs de cette fonction ? Comment vous dire, l'idée, c'est véritablement que toutes ces colonies d'AEF vont complètement organiser et leurs ressources terrestres, humaines, et leur économie vis-à-vis de la France libre. De Gaulle, avant l'AEF, il n'est pas grand-chose. Je ne sais plus quel est l'écrivain qui avait écrit qu'il était squatteur à bord de la Tamise, mais à partir du moment où ces pays, ces colonies se sont ralliés, il a désormais avec lui des ressources, des hommes. Il faut savoir que lorsque Leclerc va se battre à Koufra en Tunisie, ça va être la première victoire armée de la France libre. 80% des hommes qui sont avec lui, ce sont des Africains qui viennent de toutes ces colonies-là. Donc c'est véritablement la première victoire française de la France libre, c'est une victoire d'Africains. C'est quand même important de le rappeler, parce qu'on a parfois tendance un peu à oublier combien ces militaires issus du sol africain ont eu de l'importance. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, toute l'économie va être organisée vis-à-vis de la France libre. Je vous donne un exemple, le bois du Gabon. Le Gabon est un grand producteur de bois. Avant la guerre, les exportations allaient principalement à l'Allemagne.
et à la France. Autant vous dire que maintenant, ce n'est plus le cas. Donc les Anglais vont, si j'ose dire, être le nouvel axe de développement de la production du bois. Le caoutchouc, c'est la même chose. Le caoutchouc venait d'Indochine. Il n'est plus question maintenant d'avoir du caoutchouc qui vient d'Indochine parce qu'avec la guerre, il n'y a plus de circulation. Le caoutchouc va être produit par ces colonies vis-à-vis également de l'Angleterre, mais aussi des États-Unis. Donc toute l'économie va véritablement s'organiser. Donc il crée une économie de guerre. Il crée une économie de guerre. Alors c'est Félix Éboué qui est véritablement celui qui lance la manœuvre. Mon grand-père fait le relais au titre de sa fonction d'inspecteur, mais c'est aussi celle qu'il va exercer quand il va être gouverneur du Gabon. Oui. Puisqu'il va être nommé... qu'il va occuper en 1942. En 1942, il est nommé gouverneur du Gabon, ce qui est une belle revanche pour lui parce que ça avait été un peu compliqué au moment avant qu'il soit inspecteur des affaires administratives. Et il va être gouverneur du Gabon et lui va participer à cette économie de guerre. Notamment, alors au Gabon, il y a un phénomène particulier, c'est qu'il y a des mines d'or. Et De Gaulle, qui a besoin de ressources, va beaucoup insister auprès d'Éboué et de mon grand-père pour que la production d'or soit optimisée et développée de façon à ce qu'ils puissent avoir de l'argent. Donc là, la production d'or va être développée. Je sais que mon grand-père avait plutôt tendance à donner préférence au caoutchouc parce qu'il considérait que c'était une honneur. Et Éboué lui a dit 100 tonnes de caoutchouc, ça vaut une demi-tonne d'or. On va aller vers l'or. Il a aussi un rôle important, enfin il y a une priorité qui est la mobilisation des troupes. La mobilisation la levée des troupes, absolument. Il doit constituer des bataillons de marche qui Exactement, les bataillons de marche qui vont... Donc comment s'organise cette levée des troupes? Quelle est l'acceptation dans la population? Comment ça se passe concrètement? Alors c'est une mobilisation qui est, si j'ose dire, plutôt de l'ordre de la suggestion que de la réquisition proprement dite. Mais ce qui se passe, c'est que dans les villes et dans les endroits un peu urbanisés, la population locale va avec plutôt de l'enthousiasme et de la bonne volonté vis-à-vis d'entrer dans l'armée. En revanche, dans les campagnes... Parce qu'on promet des bonnes primes? Je crois qu'il y a un peu une espèce... je ne sais pas, à vrai dire, je n'ai pas regardé de près quelle était vraiment la motivation. Je pense qu'il y avait une motivation, certainement d'intérêt financier, mais il y avait aussi pour beaucoup l'idée de participer. Enfin, j'idéalise peut-être un petit peu la volonté de ces gens, mais je crois vraiment que pour certains d'entre eux, l'idée d'être militaire et de participer au combat les motivait. En revanche, dans les campagnes, dans la brousse et dans les endroits plus reculés, c'est infiniment moins simple. Et là, on est plus dans la réquisition que dans la bonne volonté. C'est ce que j'ai pu vérifier en tout cas. Donc le rôle de votre grand-père, c'est d'organiser... C'est notamment d'organiser en effet la levée des troupes et de faire en sorte que ça puisse fonctionner. De faire le relais avec les gouverneurs et puis lorsqu'il sera gouverneur lui-même au Gabon, il va y procéder absolument. Alors vous écrivez que l'économie de guerre qui est imposée à l'Afrique ne va pas forcément sans revendication locale et ça va avoir des conséquences pour le futur. Oui, parce que alors il y a comment dire. Il y a plusieurs aspects. Outre l'orientation véritablement développement et ressources à fournir à la France libre et au combat, il va y avoir également la contribution des grandes sociétés, les fameuses sociétés, les concessionnaires là, qui sont toujours là, qui ont désormais devoir s'aligner sur une économie qui n'est peut-être pas forcément celle qu'ils auraient choisie, donc c'est parfois quelques réticences. Et puis la population elle-même, je crois quand même comprendre, et notamment ça a été très manifeste au Dahomey dont il devient le gouverneur en 1943, il y avait au Dahomey une population, ce qu'on appelait les évolués. Cette expression aujourd'hui est peut-être un peu critiquable, mais c'était une façon de désigner l'élite en fait locale, des gens qui avaient été éduqués, qui avaient un certain niveau social, qui était une première on va dire bourgeoisie locale. Et au Dahomey, il y avait une forte minorité d'évolués qui étaient assez autonomistes et qui supportaient moins bien la colonisation française et qui considéraient, qui étaient déjà un peu dans une perspective autonomiste. C'était vraiment une colonie qui était assez différente des autres à cet égard. En revanche, pendant la guerre, il y a véritablement un alignement très volontaire de ces évolués qui acceptent complètement de suivre les instructions d'Éboué et du gouverneur et qui s'alignent véritablement sur l'économie de guerre. Donc la contribution était quand même... Ouais. Il y a eu franchement, je crois, alors peut-être pas dans les campagnes reculées ou peut-être pas dans les gens les plus humbles, mais en tout cas chez les gens évolués et qui étaient associés, une association à l'économie de guerre qui était plutôt volontaire. Ça n'a pas forcément nourri les germes de revendications indépendantistes, nationalistes par la suite?
Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, je ne pense pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, tout n'est pas non plus rose au pays de la France libre. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Enfin, il y a aussi beaucoup on va en parler, des luttes internes. Dans la France libre, notamment, il y a des tensions avec le général Darminat, qui n'est pas quelqu'un de facile, vous l'expliquez. Mais est-ce qu'il y a ce sont des rivalités de pouvoir? Est-ce que c'est des visions différentes? Et votre grand-père, au milieu de tout ça, il navigue comment? Il y a un peu un mélange de rivalités de personnes et des rivalités d'organisation. Le gouverneur général de l'AEF, il va se retrouver avec des responsabilités qui vont parfois se superposer avec celles du commissaire général, notamment qui a été Larminat, mais qui ensuite va être Cissé, le médecin Cissé. Et ça va être compliqué. Alors avec Larminat, qui a un caractère très fort et qui n'est vraiment pas quelqu'un de commode, Eboué va mettre sa démission dans la balance, à tel point que De Gaulle va dire « mais il n'en est pas question, vous restez à votre place ». Et il s'arrange pour faire évoluer Larminat vers d'autres cieux. Donc là, les choses s'arrangent, mais l'organisation fait que Cissé qui succède à Larminat, qui pourtant est un homme vraiment de très grande qualité, médecin général, c'est lui qui a lutté contre la maladie du sommeil et qui a fait progresser la médecine à cet égard de façon extrêmement spectaculaire. Cissé et Eboué ne s'entendent pas non plus. Bon. Et finalement, De Gaulle va comprendre que cette fonction qu'il avait donnée à Larminat et qu'il avait donnée à Cissé, qui était un peu une forme quand même un peu de contrôle de l'administrateur général, doit disparaître. Et à partir de 42 à peu près, 43, oui, Félix Eboué a les coups des franches et peut véritablement organiser et manager, si j'ose dire, l'Afrique équatoriale française comme il l'entend. Et ça se passe très bien. Et votre grand-père, au milieu de tout ça, quel caractère a-t-il? Alors mon grand-père, c'est un homme extrêmement pondéré, c'est un conciliateur. Et d'ailleurs, quand il arrive au Dahomey, il est frappé de voir que le Dahomey est encore une colonie où il y a beaucoup de tensions vichistes. Vichy est quand même resté en AOF très longtemps. Donc lui, tout son travail, tout ça va être de faire en sorte de réconcilier les antagonismes vichistes et gaullistes dans la perspective de la victoire contre l'Allemagne, et il y parvient, il y arrive. Donc il a des talents de diplomate. Il a des talents de diplomate. C'est pas, comment vous dire, c'est vraiment un caractère très secondaire, très pondéré. C'est pas du tout un homme, comment dire, c'est pas un primaire, c'est pas une grosse brute. C'est plutôt un homme très diplomate, extrêmement fin. Et d'ailleurs, quand il est nommé au Dahomey, je les mets dans le livre, il y a un télégramme d'Eboué qui lui dit « Tes belles qualités de diplomate vont s'incarner au mieux dans le rôle qui t'attend et dans la fonction qui t'attend au Dahomey. » Donc, effectivement, c'est en 1943 qu'il change d'Afrique. Il change d'Afrique, absolument, oui, parce qu'il quitte l'AEF où il avait fait toute sa carrière pour l'AOF. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. Et le Dahomey est une colonie... Occidentale française, pardon. Oui, très différente du Gabon, puisque le Gabon, c'est quand même les mines, le bois. Le Dahomey est une colonie principalement agricole. En revanche, l'huile de palme, c'est la première colonie qui produit l'huile de palme. Et mon grand-père va de lui-même beaucoup encourager certaines cultures. C'est quand même, cette fonction d'administrateur, elle est quand même incroyable, parce qu'ils ont quand même... Il ne faut pas dire ça à nos écolos d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était écologique, mais en tout cas, il s'est investi à titre personnel dans des sujets d'agriculture qui n'étaient peut-être pas forcément la formation d'origine qui avait été la sienne. Et vous dites, donc le Dahomey, vous venez de le dire, était resté longtemps fidèle à Vichy. Oui. Il y a des difficultés particulières, il y arrive quand même bien Je crois qu'il y arrive bien, en tout cas. Je crois que ça se passe très bien, mais au départ, il constate quand même de très grosses tensions. Mais qui s'arrange assez vite. Alors, moment important qui va être... on arrive à la fin de sa carrière, qui est la conférence de Brazzaville, à laquelle il participe activement. Alors, est-ce que cette conférence de Brazzaville, vous allez nous expliquer, est-ce que c'est vraiment un tournant dans la politique coloniale française? Alors, c'est quelque chose d'un peu ambigu, d'un peu compliqué, pour répondre à votre question, parce qu'à l'origine, la conférence de Brazzaville, Eboué, le premier... Et un certain nombre de ces gouverneurs, notamment mon grand-père, j'oublie de préciser que tous les gouverneurs des Eboué, avec les gouverneurs, étaient membres du conseil d'administration de l'AEF. C'est-à-dire que mon grand-père, assez régulièrement, voyait ses pairs autour d'Eboué pour... le projet d'Eboué et des gouverneurs, dont mon grand-père, c'est véritablement de préparer l'après-guerre
et d'aller vers une forme d'autonomie des pays colonisés. Or, le général de Gaulle n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est assez curieux. De Gaulle, lui, le préalable de l'action de la conférence de Brazzaville, c'est les colonies vont rester françaises et c'est la République française qui sera prioritaire. Il n'est pas question de réforme. Pas du tout. Enfin, il y a des réformes, si vous voulez, mais on sent un général de Gaulle et Rémy Pleven, qui sont le responsable de la conférence avec lui, une petite résistance, si j'ose dire, par rapport aux propositions plutôt progressistes d'Eboué et de mon grand-père, qui fait que la conférence va être un peu quelque chose d'un peu ambigu, son résultat. Il va y avoir des propositions qui vont dans le sens du progrès et de l'autonomie, mais probablement pas suffisamment aux yeux d'Eboué et de mon grand-père. Alors, quelles étaient justement les propositions de par exemple, mon grand-père, très rapidement, considère qu'il faut associer d'emblée les populations évoluées à la gouvernance. Le mot n'existe pas encore, mais c'est bien cette idée des colonies. C'est-à-dire commencer à donner une première position de responsabilité. Et puis, il est contre la venue d'Européens. Il considère qu'il faut stopper l'arrivée des Européens, notamment des commerçants. Oui. En fait, il a eu assez vite une certaine lucidité par rapport si j'ose dire, à certains commerçants qui viennent en Afrique pour s'enrichir et pour exploiter les gens du pays. Et lui est contre ça. Donc il considère qu'il faut développer une élite locale, stopper la venue d'Européens qui viennent pour s'enrichir mais qui n'ont pas grand-chose à faire de l'intérêt local, et véritablement de développer, et ensuite de faire en sorte qu'une fois que cette élite sera aux commandes et qu'elle sera bien préparée, partir. Bon. Mais c'est pas ce qui sera retenu dans les propositions dans les conclusions de la conférence de Brazzaville. Elle a servi à quelque chose finalement cette conférence ? Alors elle a servi quand même à poser comment vous dire ? J'ai du mal à répondre à votre question. Elle a servi à quelque chose à l'époque. Mais aujourd'hui, quand on voit les propositions qui ont été faites, qui semblent pourtant d'une assez grande audace à ce moment-là, on a l'impression que ce sont des évidences, qu'elle enfonce des portes ouvertes, parce que tout ce qui s'est passé après a largement dépassé les propositions de la conférence de Brazzaville. Donc ma réponse, oui et non. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il faisait partie de ces administrateurs qui avaient quand même une certaine forme de lucidité sur ce qu'allaient devenir les colonies ? Alors, en tout cas, est-ce qu'il sentait que c'était inéluctable la perte des colonies lui était en tout cas absolument persuadé que ces pays devaient prendre leur autonomie. Mais il était quand même assez lucide sur le fait que si on ne faisait pas en sorte qu'il y ait une véritable élite, un peu dans tous les sens du terme, aussi morale, aussi... l'honnêteté, les scrupules, enfin bon, des gens comme lui, qui étaient d'une honnêteté absolument phénoménale, et d'une très grande rectitude. Si on n'a pas une formation de ce niveau-là, il ne faut pas le faire tout de suite. En revanche, le jour où cette société existe, on s'en va. C'est peut-être pas tout à fait ce qui s'est passé. Non. Alors, vous ne savez pas, est-ce qu'il a laissé un témoignage ? Quel regard vous pensez qu'il aurait porté sur... la façon dont ça s'est déroulé. Alors je ne peux pas parler pour lui, mais j'ai quand même l'impression qu'il aurait constaté un certain gâchis. Oui. Et l'enrichissement de certains notables en Afrique au détriment de la population ne sont certainement pas des choses qui lui auraient plu. Je pense à ce qui s'est passé au Gabon notamment. Je raconte l'histoire de ce Léon Mba, qui est un employé subalterne de l'administration coloniale, qui est pris la main dans le sac pour des malversations, qui est sorti de son job, qu'on envoie à Nouban-Guichari, et qui, au moment de l'indépendance, va revenir et va se retrouver président de la République du Gabon. Pas très longtemps. Mais c'est quand même étonnant. Enfin bon, je ne dis pas que tous les présidents de la République de ces pays sont d'anciens voleurs. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, surtout pas. Mais si vous voulez, là, clairement, c'était des choses... Gabon, voilà, c'était quelque chose qui ne lui aurait pas plu. Je pense qu'il aurait quand même probablement été un peu effondré de voir... une forme de gâchis qui s'est passé dans ces pays-là, auxquels on a donné une autonomie peut-être un peu trop rapide. Mais là, je sors de mon sujet, je ne suis pas vraiment compétent pour en parler. Alors, il va prendre sa retraite en 45, il rentre en métropole. Il rentre en métropole parce que ses enfants ne sont pas rentrés depuis 1938. Et mon grand-père il a fait partie de ces administrateurs coloniaux qui rentraient prendre des longs congés en France et qui étaient nécessaires pour se refaire une santé. Et il avait très peur que ses enfants souffrent du climat équatorial. Alors non, le Dahomey était un peu meilleur que le Gabon à cet égard. Mais il rentre en France avec l'idée qu'il va repartir.
Il n'est pas du tout rentré définitivement. Mais là, il va se passer les difficultés suivantes. Eboué est mort en fin 1944 au Caire, après la conférence de Brazzaville. De Gaulle a quitté le pouvoir. Leclerc est mort. Il a perdu un peu tous ses soutiens. Et le ministre des colonies, qui s'appelle Marius Moutet, est totalement remonté contre tout ce qui concerne la conférence Brazzaville, considère que c'est la propagande gaulliste, c'est ce qu'il disait. Que tous les administrateurs et gouverneurs de cette époque-là, il faut les sortir. Il faut les sortir. La France libre africaine est mise sur la touche. Complètement sur la touche. Et mon grand-père résiste, essaye de faire valoir le fait qu'il est encore jeune, qu'il a des enfants jeunes et qu'il a encore des capacités à pouvoir... il n'a pas encore 60 ans en ce moment-là, ou à peine. Il peut encore servir, mais clairement c'est un niet. Madame Eboué essaye de l'aider, parce qu'ils étaient restés en relation très amicale avec Madame Eboué. Madame Eboué est devenue sénateur ou sénatrice après, mais à cette époque-là, elle vient de se faire abattre dans une campagne électorale. Elle n'est pas en position d'arriver à obtenir un résultat, et ça ne marche pas. Et de guerre lasse, mon grand-père finit par demander sa retraite. Alors il va travailler, il va retrouver une activité, il va être administrateur de la Banque de Madagascar. Il va travailler avec son beau-frère Antoine de Rênal dans une entreprise de Martinique dans laquelle la famille a des intérêts. Mais il restera, ma mère m'a toujours dit, il est resté nostalgique de l'Afrique toutes ces dernières années. C'était vraiment, ça a été quand même un crève-cœur pour lui de ne pas repartir. Mais, et il s'éteint en 1952, très jeune, d'une attaque cérébrale. Il est en vacances à Solent-Luz, il rentre en voiture. Il a une première attaque, ma grand-mère s'arrête et il meurt à Paris le lendemain. Emmanuel Rougier, merci beaucoup. C'était très intéressant donc, de suivre l'histoire de la France libre en Afrique à travers les yeux et l'action de votre grand-père. Et comme vous le disiez, effectivement, il aurait certainement eu un sentiment de gâchis. Il y avait certainement je le crois. de belles choses à faire. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la Revue d'Histoire Européenne. Revue d'Histoire Européenne dont le numéro actuellement en kiosque est consacré, un gros dossier consacré aux crimes du FLN durant la guerre d'Algérie. Mais vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.